Donc je suis professeur à Super-Héros et directeur de recherche. Et c'est principalement comme directeur de recherche que vous allez me voir aujourd'hui, car l'unité de recherche que je dirige est une unité CNRS avec 258 chercheurs qui travaillent sur les structures des avions. Voilà, donc les structures des avions, des lanceurs et des hélicoptères, les structures volantes en général. Et l'objet de ma présentation, du partage d'aujourd'hui, c'est de montrer finalement qu'on n'a rien inventé. On n'a rien inventé et on a copié ce que la nature avait fait avant nous. J'avais un de mes collègues à qui on avait demandé comment est-ce qu'un avion vole et il avait été faire une conférence dans un lycée où il expliquait que les avions ils volaient grâce aux équations de Navier-Stokes. Et c'est une bêtise monumentale car les oiseaux n'avaient absolument pas besoin des équations de Navier-Stokes pour voler. Ils volaient bien avant. Et en fait, c'est Navier et Stokes qui, bien modestement, ont mis leurs équations sur ce que les oiseaux faisaient avant nous. Alors, je voudrais partir de quelques exemples simples. Donc, quelques exemples simples par nos amis les abeilles. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant, et je ne l'ai pas fait exprès, mais on pourrait en faire notre miel, si j'ose dire. Il y a des gens qui ont amené des vrais nids d'abeilles ici, vous voyez, qui sont des structures alvéolaires, qui sont remarquablement optimisées. Alors pourquoi la nature a optimisé comme ça? Tout simplement parce qu'elle a eu derrière elle des millions et des millions d'années d'évolution biologique. Les abeilles ont construit des structures. Alors maintenant je vais vous faire circuler une pièce. Alors faites attention de ne pas vous mettre de carbone dans les doigts, mais c'est un plancher à 340. Tiens, regarde ma puce. Quand tu marches dans l'avion, tu marches là-dessus. Alors vous allez le faire circuler et vous allez vous rendre compte à la fois de la performance, parce que c'est extraordinairement léger, et aussi de la fragilité du système. Et c'est finalement tout l'objet de la bionique. Ce sont des systèmes performants, parce que les avions sont très performants, et qui sont quelque part fragiles, mais néanmoins sûrs. Alors, comme nous sommes fragiles, mais néanmoins sûrs. Car avez-vous réfléchi que notre corps à nous, il porte une vie humaine? Évidemment, c'est un pléonasme. Il porte une vie humaine, c'est-à-dire qu'il est certifié à 10 ou moins 6 par heure de vol. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que par heure de vol, notre corps, il a une probabilité de rupture. Alors la rupture du corps, toutes les catastrophes qui peuvent arriver. Alors bien sûr, il y a des catastrophes internes, l'AVC, l'infarctus du myocarde, etc. Puis les catastrophes externes qui peuvent arriver. Il y a le tsunami, il y a la météorite. Vous savez qu'on a une chance sur 100 milliards, là, pendant l'heure où je vais vous parler, qu'une météorite nous tombe dessus. C'est pas zéro. Contrairement à ce que les politiques croient, le risque... Non, c'est pas zéro. Vous avez d'autres catastrophes. Vous avez le tremblement de terre, vous avez ma belle-mère qui peut débarquer, vous avez l'incendie, vous avez toutes sortes de catastrophes. Et quand on superpose toutes ces catastrophes, on arrive à peu près à 10-6 par heure de vol. Eh bien, l'avion, nous, on travaille, comme tous les systèmes vivants, à faire en sorte que la vie soit plus forte que la mort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que le risque qu'on va courir en montant dans un avion n'est pas supérieur au risque que vous courez du fait que vous existez. Car j'ai le regret de vous faire savoir, quitte à me répéter, que 100% des gens qui sont morts sont nés un jour. Et oui, tout est une question de probabilité. Et donc quand vous allez monter dans un avion grâce à nos travaux inspirés de la biologie, eh bien le risque supplémentaire que vous courez en montant dans l'avion n'est pas supérieur au risque de la vie. J'irai même plus loin, allons au fond des choses. Le risque de tsunami, il existe à Toulouse, il est très faible, hein, il doit être de l'ordre de 10-8 à peu près par heure. Quand vous êtes en croisière dans l'avion, le risque de tsunami, alors là, il est astronomiquement faible. Parce qu'avant que le tsunami grimpe jusqu'à l'altitude de croisière, il va falloir se lever de bonne heure, si j'ose dire. Et oui, donc, les risques que vous courez additionnels que vous courez en montant dans l'avion vont s'ajouter à des risques qui sont soustraits du fait que vous n'êtes plus en dehors de l'avion. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi. Je vois que vous m'avez suivi. Et donc, il y a toute cette analyse-là qui est une analyse biologique. Et en fait, sur les abeilles, qu'est-ce qui va se passer? La ruche est conçue par l'ingénieur, celui-là mériterait d'être super-héros au passage, eh bien, est conçue pour que la probabilité de la vie de la ruche soit beaucoup plus grande que la probabilité de la mort de la ruche. Et donc elle a tout optimisé. Alors vous voyez, si je prends le plancher, là vous avez un autre type de plancher avec un nid d'abeille métallique. Le nid d'abeille que j'ai fait circuler, je ne sais pas où il est, quelqu'un qui l'a déjà volé, non.
Le nid d'abeille donc, que vous avez là est un nid d'abeille en composite. Celui-ci est en métallique, en aluminium, mais la structure, c'est exactement la même. C'est celle des alvéoles des abeilles. Et alors, voyez les peaux. Les peaux, c'est de la fibre de carbone. Hein, ça fait chic de dire de la fibre de carbone. Mais vous savez, les bancs sur lesquels vous êtes assis, c'est quoi comme matériau? C'est du bois. Et le bois, c'est quoi? De carbone. C'est de la fibre de carbone. Et dans le bois, si vous faites une échancrure dans un sapin, par exemple, vous allez avoir de la résine. Vous savez ce que c'est que de la résine? Ben non, on a mis de la résine dans la fibre de carbone et on a refait finalement du bois artificiel. Tout simplement. Et le bois, vous savez qu'on fabrique du contreplaqué. On fabrique du contreplaqué, ben, le composite, on fabrique du contreplaqué artificiel. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les premiers avions, qui étaient celui de Clément Ader, des frères Wright, ils étaient déjà en fibre de carbone puisqu'ils étaient en bois. Plancher, on peut en fabriquer toutes sortes d'objets. Voilà, je vous ai représenté ici quelque chose. On travaille beaucoup avec le monde du sport. Hein. Je vous signale, nous, en tant que structure, hein, on a 80% de nos contrats de recherche, hein, puisqu'on vit de contrats de recherche et de publication. Hein. On transforme le café en théorème. C'est notre métier, je le dis aux jeunes. Hein, faut travailler les maths à cause de ça. Il y a 3 matières qu'il faut travailler. Les maths, l'anglais, parce qu'on fait tout en anglais, on est totalement bilingue, et puis le sport, parce qu'il faut être manager. Manager 258 chercheurs, c'est très sportif, c'est très très sportif. Bon, donc les maths, l'anglais et le sport. Alors donc, on travaille beaucoup avec le monde du sport, et vous voyez par exemple ici un ski qui est fait avec des pots en fibre de carbone, c'est-à-dire en bois, et avec un nid d'abeilles de nos amis les abeilles. Et vous voyez que ce ski, il a exactement la même forme que le wingtip d'un superbe avion qui s'appelle la 350 XWB, qui est jamais qu'un ski volant. Hein, enfin, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu la même idée. D'ailleurs, si on regarde bien cette photo de la 350 XWB, on dirait bien les spatules du ski au bout. Vous avez vu l'élégance? On dirait c'est presque aussi beau qu'un oiseau en vol. Vous avez vu? Il y a quelque chose de l'oiseau. Il y a quelque chose de l'oiseau d'ailleurs. Dans cet avion aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quelque chose de... il y a tellement quelque chose de l'avion que l'oiseau, pardon, excusez-moi, je confonds les deux mots parce que c'est le même mot, avis en latin, c'est oiseau. Hein. L'avion, donc, c'est l'oiseau. Et donc, c'est Clément Ader qui a inventé ce mot-là. Et donc, vous voyez que vous avez ici, d'ailleurs, c'est amusant parce que là non plus, je ne l'ai pas fait exprès, mais vous avez un squelette d'oiseau là-bas. Je ne sais pas si c'est un canard ou quelque chose comme ça. Le bréchet du canard, c'est exactement le plancher de la 340. Vous avez les deux peaux fibrées et vous avez la partie intermédiaire spongieuse pour alléger le système. C'est un des secrets de la nature, ben, ma foi, que nous avons copié. Alors, autre chose que nous avons copié, est-ce que tu sais ce que c'est, ma puce? C'est un ver à soie. Oui, toi, tu le sais. Un ver à soie, c'est un ver qui tisse son cocon. Vous voyez, il se protège pour grandir, hein, comme les ours qui hibernent, il se protège pour grandir. Nous, on a copié ça. Quand on veut faire, par exemple, des boosters de lanceurs, on prend le bloc de poudre et on bobine de la fibre de carbone avec de la résine autour. Et on fabrique comme ça, alors je peux vous le faire circuler aussi, un réservoir, vous savez, qui sont dans les avions pour le masque à oxygène. Quand vous avez la dépressurisation, il faut alimenter 400 personnes en oxygène, donc on va compresser énormément l'oxygène, 800 bars. Hein, 800 bars, ça commence à faire... voilà. Et autour de ce noyau, on a recopié ce que le ver à soie, il fabrique. C'est tout simplement une coque. Vous voyez, une coque. Alors la nature est pleine de coques. Il se trouve que les oiseaux, la nature est pleine de coques en fibre de carbone. Ben oui. Et les oiseaux sont pleins de coques. Vous voyez, regardez, voilà, une coque, c'est les œufs, c'est les plus gros œufs qui existent. Il y avait les œufs de dinosaures aussi, mais bon, il n'y en a plus beaucoup actuellement. Et donc, vous voyez, ça c'est la naissance, c'est très joli. C'est non pas la naissance d'un avion, mais la naissance d'un oiseau, c'est la naissance d'une autruche. Voilà. Et vous voyez une coque parfaite et qui est fabriquée en plus suivant un procédé tout à fait novateur, qui est le procédé de la fabrication additive. Car la fabrication additive, vous savez, pour fabriquer un éléphant, imaginez que vous vouliez sculpter un éléphant ou un avion. Vous avez deux solutions. Vous avez la fabrication négative et la fabrication additive. La fabrication négative, c'est la technique du sculpteur. Vous imaginez Michel-Ange qui prend un bloc de marbre et qui veut sculpter un éléphant. Vous enlevez tout ce qui est en dehors de l'éléphant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Voilà. Puis la fabrication additive, c'est comme ça que la vie, elle s'y prend. La vie, elle s'y prend par couches successives. D'ailleurs, quand vous voulez avoir l'âge d'un arbre, est-ce que vous savez comment vous pouvez mesurer l'âge d'un arbre?
Oui. Avec les cernes. Les cernes, absolument. Et les cernes, c'est des couches successives en fabrication additive. Donc la fabrication additive, c'est quelque chose qui est en train de devenir très important dans la science actuellement. Ben, la nature le fait depuis longtemps. Et finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour fabriquer un lanceur, en fait, il y a des œufs dans un lanceur. Vous voyez, il y a des... Ben, c'est un œuf, hein, la coiffe, c'est un œuf. Mais le réservoir oxygène, c'est un œuf. Le réservoir hydrogène, c'est un œuf. Les boosters, c'est un œuf. Tout est un œuf. La tuyère est un œuf. Bref, c'est des coques. Voilà. Non pas un œuf à la coque, excusez-moi, mais des coques qui font des œufs. Ah, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et nous, on est payé très cher pour étudier ça. Alors, tout ce qui vole, d'une manière générale, est bio-inspiré. Vous voyez une image absolument magnifique, qui est l'hélicoptère de futur, où vous voyez finalement 5 skis en haut, qui sont les pales, et vous voyez des œufs, d'ailleurs il y en a derrière aussi, hein, qui ressemblent d'ailleurs à des boomerangs. Hein. Et puis vous voyez des morceaux de coquilles d'œufs qui sont là, et donc le ski et l'œuf, voilà les secrets. Alors, regardez ce que vous allez voir. Vous voyez est-ce que vous voyez? Vous voyez ici un mammifère volant, c'est pas un oiseau, hein. Ouais, parce qu'il y a eu des reptiles volants, oui. C'est une chauve-souris, absolument. Et regarde, c'est absolument magnifique parce que c'est un peu Batman. Hein. Elle a eu des membranes entre les doigts, hein, qui lui permettent d'apprivoiser la portance. Encore une fois, elle n'a pas eu besoin des équations de Navier-Stokes pour apprendre à voler. Alors là, on le voit, c'est absolument magnifique. On va voir quelques autres exemples. Qu'est-ce que c'est comme oiseau, ça? Un aspi. Comment? Un colibri. Un colibri. Alors regardez, il est extraordinaire parce qu'il a une plateforme gyrostabilisée qui est la tête. Tout bouge. Regardez, la queue, les ailes, tout bouge, sauf la tête. Et vous savez pourquoi la tête ne bouge pas? Ben parce que, en fait, elle regarde la fleur qui est quelque part pour aller piquer voilà, non, oui, le nectar, merci. Voilà le vol stationnaire. Alors là, c'est royal. Et c'est vraiment le cas de le dire. Alors regardez. Contemplez ces images et regardez le train d'atterrissage. Regardez surtout le train d'atterrissage. Regardez le regard aussi. Ça rigole pas. On dit découvrir maintenant, qui est le vol ras du sol. Ce qu'on appelle l'effet de sol. C'est-à-dire le vol en rase-motte. Alors pour le coup, en rase-motte au sens propre. Hein, au sens propre, apprivoiser l'air près du sol. C'est ce que Clément Ader avait appris d'ailleurs. En fait, il ne volait que comme ça, Clément Ader. C'est pour ça qu'il n'a pas vraiment volé. On va régler toutes ces questions-là parce que on dit que Clément Ader est le premier qui a volé. En fait, c'est le premier qui a décollé. Mais pour voler, il fallait aller un petit peu plus haut quand même que Clément Ader. Il a volé jusqu'à 50 cm d'altitude, exactement comme lui. Vous voyez, avec ce mode de toujours près du sol. Et de nouveau, le train d'atterrissage rétractable et qui va se déployer. Regardez bien les commandes aérodynamiques sur les ailes. C'est extrêmement sophistiqué, voilà. Et c'est de l'aéromorphing, c'est-à-dire des ailes déformables. Si on le filme au ralenti, regardez, c'est un pigeon, hein. C'est un ramier tout à fait ordinaire de chez nous. Regardez quand il atterrit, la merveille que ça représente. C'est à la fois l'hélicoptère et l'avion, c'est-à-dire le convertible, ce que nous n'arrivons pas vraiment à faire, nous, ben lui, il y arrive. Bon, après, il ne traverse pas l'Atlantique non plus. Hein. Ouais, chacun son... Par contre, il a une grande qualité, c'est que c'est entièrement recyclable. Et oui, parce qu'on va en parler de ça. Les avions, ils ont une naissance, ils ont une vie, et ils ont également une retraite, comme nous. Et il y a un moment, il va falloir recycler les matériaux. Bon, les oiseaux, le matériau est entièrement recyclable. Et oui. Insectes, c'est très intéressant pour les micro-drones. Alors voilà par exemple un animal qu'on n'aime pas trop avoir dans la chambre, on met de la naphtaline, c'est une mythe, vous voyez? Et la mythe, ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui vole. Regardez l'élégance de la voilure, que ça se passe à une fréquence beaucoup plus élevée, il faut 20 000 images par seconde pour arriver à capter ce genre de choses. J'en profite pour dire qu'à Clément Ader, dans le matériel qu'on a, on a 3 caméras à 1 million d'images par seconde. Hein. Comme on va pouvoir le constater, c'est vraiment très très proche de l'hélicoptère à 4 pales, vous voyez. Et donc, bon...